Pendant des décennies, vous avez scruté les systèmes à des années-lumière pour trouver le mystère. Nous pensions que les mondes les plus étranges se trouvaient toujours au plus loin. Pourtant, la plus grande anomalie se cachait en silence, juste à côté de nous. Le télescope spatial James Webb a finalement fixé son regard sur cette boule de glace oubliée. Lorsque le système est apparu à l'écran, nous avons fait face à un chaos impossible. Le champ magnétique ne devait pas être incliné de 98 degrés, mais Webb a capté des ondes de radiation jaillissant de cette région. La chaleur était censée être stable à moins 200 degrés, car la planète était considérée comme morte. C'est pourquoi sa montée soudaine à plus 50 degrés réfute toute la physique. L'orbite des 27 lunes qui l'entourent se dégrade. Mais ce n'est pas le plus troublant, car ce nœud magnétique soulève une question bien plus étrange. Et maintenant, tu vas voir ce que cache cet enfer. Si toi aussi tu aimes ces secrets ironiques de l'espace, alors like et abonne-toi, car toutes les vérités sur notre voisin sont sur le point d'être anéanties. Es-tu prêt? On commence. Pendant des décennies, Uranus semblait morte. Chaque télescope pointé vers la 7e planète voyait la même chose. Une boule bleu-vert sans traits distinctifs, dérivant silencieusement dans les confins du système solaire. Ni tempête, ni détail, ni drame. Les scientifiques la considéraient comme la planète ennuyeuse, la planète que les documentaires sautaient. Mais ce titre était presque entièrement faux, car pour comprendre pourquoi Uranus a été si profondément mal comprise, il faut d'abord saisir quel genre de monde elle est réellement. Uranus est la 7e planète à partir du Soleil. Elle est classée comme une géante de glace, une catégorie qu'elle partage avec sa voisine Neptune. Mais ce terme de géante de glace est un peu trompeur. Cela ne signifie pas que la planète est une boule de glace solide et gelée, car cela signifie que la composition fondamentale de la planète est dominée par des composés volatiles plus lourds, existant sous des pressions et des températures extrêmes, qui n'ont aucun équivalent dans l'expérience humaine quotidienne. Il s'agit de l'eau, de l'ammoniac et du méthane. Dans les profondeurs d'Uranus, les molécules d'eau peuvent se transformer en un étrange fluide électriquement conducteur. Le méthane peut être comprimé si fort qu'il libère ses atomes de carbone. C'est pourquoi ces atomes peuvent se transformer en diamants, qui pleuvent à travers l'intérieur comme des grêlons tombant dans une fournaise. Le terme « glace » en sciences planétaires ne se réfère pas à la température, mais à la composition. C'est pourquoi ces mondes sont construits à partir de substances plus lourdes que l'hydrogène et l'hélium qui dominent Jupiter et Saturne. Et cette différence chimique en fait des planètes fondamentalement différentes. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la légèreté de ce monde gigantesque. Uranus est énorme selon toutes les normes humaines. Son diamètre s'étend sur environ 50 700 km, ce qui la rend environ 4 fois plus large que la Terre. Si Uranus était creuse, vous pourriez y faire tenir environ 63 terres. Sa masse est d'environ 14,5 fois celle de la Terre. C'est pourquoi, malgré cette taille, elle est la moins dense des planètes géantes après Saturne. C'est un indice que son intérieur contient de grandes quantités de matériaux glacés, plus légers, plutôt que les noyaux d'hydrogène métallique qui rendent Jupiter et Saturne si massifs. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous tenir au sommet de ces nuages. La gravité de surface sur Uranus
serait d'environ 89% de ce que vous ressentez sur Terre. Vous vous sentiriez un peu plus léger là-bas qu'ici. Vous seriez au bord d'un abîme de gaz tourbillonnant et de liquide comprimé, s'étendant sur des milliers de kilomètres. Il n'y aurait aucun sol solide sous vous, à aucune profondeur. Mais la caractéristique la plus déterminante d'Uranus, celle qui la distingue de toutes les autres planètes du système solaire, est son inclinaison axiale. Alors, pourquoi est-ce si important? Car chaque planète tourne sur un axe. C'est une ligne imaginaire passant par ses pôles nord et sud. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale de son plan orbital. Cette modeste inclinaison nous donne les saisons. L'axe de Jupiter n'est incliné que d'environ 3 degrés. C'est pourquoi elle n'a presque pas de saison. Mais Uranus est incliné de 97,77 degrés. Elle est essentiellement couchée sur le côté. Certains astronomes la décrivent comme roulant, comme une boule autour de son orbite. Ses pôles pointent alternativement, presque directement vers le Soleil, puis loin de lui. Aucune autre planète ne fait ça. Les conséquences de cette situation sont extraordinaires. Alors qu'Uranus orbite autour du Soleil tous les 84 ans terrestres, chaque pôle reste incliné vers le Soleil dans une lumière du jour continue pendant environ 42 ans. Puis, pendant les 42 années suivantes, il est tourné loin du Soleil dans une obscurité continue. Ce ne sont pas des changements saisonniers subtils comme ceux que connaît la Terre. Ce sont les saisons les plus extrêmes de toutes les planètes du système solaire. Des cycles de réchauffement et de refroidissement qui durent toute une vie humaine. Cela remodèle sa circulation atmosphérique sur des échelles de temps que nous commençons à peine à observer. Mais toutes ces bizarreries pourraient avoir une seule source, un seul moment qui a fait de la planète ce qu'elle est aujourd'hui. Un moment dans la période chaotique précoce de la formation du système solaire, où quelque chose a terriblement mal tourné. L'hypothèse principale explique pourquoi cette planète est ainsi par un seul événement. Et cet événement est l'un des plus violents qu'on puisse imaginer. Il y a environ 3 à 4 milliards d'années, une protoplanète de la taille approximative de la Terre a heurté Uranus avec une telle force qu'elle a suffi à la faire basculer sur le côté. Cette seule collision catastrophique a pu définir presque toutes les bizarreries de ce monde. Son inclinaison axiale, sa distribution de chaleur interne étrange, et même le déséquilibre extrême de son champ magnétique. Mais ce n'est qu'un des problèmes fondamentaux pour comprendre Uranus, car nous n'avons jamais observé une saison complète d'Uranus avec des instruments modernes. La planète a été découverte le 13 mars 1781 par l'astronome William Herschel. Il ne cherchait pas de planète cette nuit-là. Il effectuait une étude systématique du ciel à l'aide d'un télescope à réflexion qu'il avait construit lui-même, dont il avait taillé et poli le miroir à la main lorsqu'il a pointé son instrument vers la constellation des Gémeaux. Il a remarqué un objet qui n'avait pas l'air tout à fait correct. Ce n'était pas un point de lumière nette comme les étoiles environnantes. Il est apparu comme un petit disque au bord légèrement flou. Herschel l'a initialement enregistré comme une comète. Mais, dans les semaines qui ont suivi, d'autres astronomes ont suivi le mouvement de l'objet et ont tenté de calculer une orbite cométaire. Les mathématiques ne collaient pas. Cet objet se déplaçait sur une orbite presque circulaire, bien au-delà de Saturne. Ce n'était pas une comète, c'était une planète. La première planète
découverte avec un télescope. Cette découverte a doublé la taille du système solaire connu du jour au lendemain. Pourtant, plus de 2 siècles après sa découverte, Uranus est restée obstinément mystérieuse. Car même à son approche, la plus proche, Uranus est encore à environ 2,7 milliards de kilomètres de la Terre. À son point le plus éloigné, cette distance passe à près de 3,2 milliards de kilomètres. La lumière du Soleil met environ 2 heures et 40 minutes pour atteindre Uranus contre environ 8 minutes pour la Terre. Cette distance immense signifie qu'Uranus apparaît incroyablement petite et pâle dans les télescopes. Même avec les plus grands télescopes professionnels basés au sol, le disque de la planète est minuscule. Et la turbulence atmosphérique brouille l'image, effaçant les détails fins. Le télescope spatial Hubble a offert une grande amélioration. Mais Hubble fonctionne principalement dans les longueurs d'onde visibles et proches ultraviolets. Il peut voir les couches nuageuses supérieures et la brume de méthane, mais ne peut pas sonder les profondeurs de l'atmosphère. Pourtant, il y a une autre raison pour laquelle Uranus est restée si longtemps incomprise. Ses caractéristiques les plus spectaculaires étaient presque invisibles. En 1977, des astronomes utilisaient l'observatoire aéroporté Kuiper pour observer Uranus passer devant une étoile lointaine. Cette technique est appelée une occultation stellaire. Ce que personne n'attendait, c'est ce qui s'est passé avant et après que l'étoile ait disparu derrière la planète. La lumière de l'étoile a clignoté 5 fois avant que la planète ne la bloque. Puis 5 fois, dans un schéma parfaitement symétrique. Quelque chose tournait en fine bande autour d'Uranus. Chaque bande bloquait brièvement la lumière de l'étoile en passant entre l'étoile et le télescope. Uranus avait des anneaux. 5 ont été confirmés lors de cette première observation. Et des études d'occultation ultérieures ont porté le total à 9. Tous étaient constitués de particules fines, sombres et si peu réfléchissantes qu'aucun télescope ne les avait jamais vues directement. Contrairement aux larges anneaux glacés et brillants de Saturne. Les anneaux d'Uranus sont étroits et faits d'un matériau qui absorbe la plupart de la lumière qui les frappe. C'est pourquoi, pendant une grande partie de l'histoire moderne, notre compréhension d'Uranus reposait sur un seul événement, un seul passage, un seul vaisseau spatial, 6 heures, le 24 janvier 1986. Le vaisseau spatial, Voyager 2 de la NASA, est passé à environ 88 500 km des sommets des nuages d'Uranus. C'était le seul plan rapproché que nous aurions pendant des décennies. Cette brève rencontre était-elle suffisante pour percer les secrets d'une planète immense mais silencieuse? Lorsque les caméras de Voyager 2 se sont approchées des sommets des nuages de ce monde gelé, ce qu'elles ont vu, c'était juste du vide. Les caméras ont renvoyé l'image d'une bille bleu vert presque entièrement lisse. Pas une tempête, pas une bande, pas la moindre caractéristique visible. Les scientifiques ont regardé ces images et ont essentiellement haussé les épaules. Mais le vrai choc est arrivé à ce moment précis, car Voyager 2 ne prenait pas seulement des images, il effectuait aussi des mesures. Et ce qu'il a trouvé était inconcevable. Le champ magnétique, il n'aurait pas dû être là, du moins pas comme ça. Le champ magnétique de la Terre est généré par des courants de convection de fer liquide dans son noyau externe. Ce champ est à peu près aligné avec l'axe de rotation de la planète. C'est pourquoi les aiguilles des boussoles
indiquent approximativement les pôles géographiques. Jupiter et Saturne suivent des schémas similaires. Ils ont des champs magnétiques à peu près alignés avec leurs axes de rotation. Mais Uranus a complètement brisé ce modèle. Voyager 2 a découvert que le champ magnétique d'Uranus était incliné de près de 60 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Et il était décalé du centre géométrique de la planète d'environ 1/3 du rayon planétaire. Cela signifiait que le champ magnétique n'émergeait pas symétriquement du noyau. Il était unilatéral, incliné. C'est pourquoi, alors que la planète tourne toutes les 17 heures, toute la magnétosphère vacille dans l'espace comme un ballon de football mal lancé. Les scientifiques n'avaient jamais rien vu de tel. Les modèles dominants de génération de champs magnétiques planétaires ne pouvaient pas expliquer facilement comment une telle configuration pouvait exister. Cela impliquait que le champ n'était pas généré dans le noyau profond, comme sur Terre. Au lieu de cela, il était peut-être généré dans une fine coque électriquement conductrice à une profondeur intermédiaire, une couche d'eau comprimée, d'ammoniac et d'autres composés ioniques. C'était un type de dynamo planétaire fondamentalement différent, et 40 ans plus tard, il n'était toujours pas entièrement compris. Mais ce n'était pas la seule bizarrerie que Voyager 2 a vue. Les lunes étaient étonnamment actives. Pourtant, cela semblait impossible. Voyager 2 a renvoyé des images détaillées des 5 grandes lunes d'Uranus, et la plus petite a volé la vedette, Miranda, une lune de seulement 480 km de diamètre. Une lune si petite qu'elle aurait dû être une boule de glace et de roches géologiquement mortes. Mais elle présentait l'un des paysages les plus torturés du système solaire. Des canyons gigantesques entaillaient sa surface. Certains atteignaient 19 km de profondeur. C'est plus de 10 fois la profondeur du Grand Canyon sur Terre. De vastes régions appelées Corona contenaient des crêtes et des sillons concentriques qui ressemblaient à des pistes de course creusées dans la glace. Des terrains fracturés d'âge et de textures sauvagement différents se côtoyaient, comme si la Lune avait été assemblée à partir de pièces disparates. Une hypothèse principale suggérait que Miranda avait été brisée par une collision majeure, puis s'était réassemblée gravitationnellement. Ces morceaux étaient retombés dans une configuration désordonnée. Une autre théorie suggérait que le chauffage par les marées, dû aux interactions gravitationnelles avec Uranus et les autres lunes, avait déclenché une activité géologique interne. Dans tous les cas, Miranda n'était pas le monde mort que les scientifiques attendaient. Mais le vrai secret derrière cette activité resterait caché dans une pile de données pendant des décennies, car Voyager 2 a observé quelque chose de profondément déroutant sur le contenu de la magnétosphère. À l'intérieur de la bulle magnétique entourant la planète, le vaisseau spatial a détecté des ceintures de radiation intenses. Mais le reste de la magnétosphère était presque dépourvu de plasma. Il n'y avait aucune trace des particules chaudes et chargées qui remplissent généralement les champs magnétiques planétaires. C'était étrange, car les 5 grandes lunes d'Uranus couvertes de glace auraient dû produire des ions d'eau en interagissant avec les radiations et les impacts de micrométéorites, tout comme le font les lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Les scientifiques de l'époque ont conclu que les lunes étaient géologiquement inactives et ne produisaient aucun matériau détectable. Mais, en 2024, une étude publiée dans la revue Nature Astronomy par Jaime Jasinski du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a révélé quelque chose qui a complètement réécrit l'histoire.
en réanalysant soigneusement les données originales du magnétomètre de Voyager 2. Jasinski et son équipe ont découvert qu'Uranus avait été frappé par une rafale intense de vent solaire dans les jours juste avant l'arrivée de Voyager 2. Cet événement avait dramatiquement comprimé la magnétosphère de la planète, expulsant le plasma du système et surchargeant les ceintures de radiation. Le vaisseau spatial était arrivé dans des conditions qui ne se produisent qu'environ 4% du temps. C'était la pire sorte de coïncidence cosmique pour la science. Presque tout ce que Voyager 2 a mesuré avait été façonné par cet événement anormal. Le plasma manquant, les ceintures de radiation étonnamment intenses, la conclusion que les lunes étaient inactives. Tout cela était potentiellement le résultat de la compression du vent solaire, plutôt que l'état normal du système d'Uranus. Et maintenant, tous ces mystères commençaient lentement à s'assembler, car un nouvel œil, l'œil le plus puissant jamais placé dans l'espace, était sur le point de se tourner à nouveau vers ce monde gelé, et la planète rejetée comme ennuyeuse était sur le point de prouver à quel point nous avions tort. Mais, pour qu'il puisse le faire, cet œil lui-même devait d'abord survivre à un voyage IM possible. Et cet œil n'a failli ne jamais survivre à sa propre naissance. Le télescope spatial James Webb a passé plus de 20 ans en développement. Il a subi d'innombrables dépassements de budget et a atteint un coût final d'environ 10 milliards de dollars, ce qui en fait l'instrument scientifique le plus cher jamais construit. Mais le vrai défi a commencé après le lancement, car Webb devait se déployer dans l'espace. Il y avait plus de 300 points de défaillance uniques, c'est-à-dire qu'un loquet qui se coince, un moteur qui se bloque, pouvait transformer une décennie de travail en débris en orbite. Le 25 décembre 2021, Webb a été lancé, et pendant les 2 semaines suivantes, le monde a regardé chaque étape du déploiement réussir. Le pare-soleil s'est ouvert, le miroir secondaire s'est mis en place, les segments du miroir primaire se sont déployés et verrouillés. Webb était prêt, et quand il a regardé Uranus, tout a changé. Les anneaux brillaient, mais c'était impossible. Jusqu'à ce moment, les anneaux d'Uranus n'avaient été directement imagés que par 2 installations dans l'histoire de l'astronomie. Le premier était Voyager 2, qui les a photographiés lors de son survol en 1986. Le second était l'observatoire Keck à Hawaï. Mais la NIRCam de Webb a capturé les anneaux en une seule courte exposition. Et ce fut l'observation à distance la plus nette du système d'anneaux d'Uranus jamais réalisée. Ces anneaux ne ressemblent en rien à ceux de Saturne, car ils sont étroits, sombres et constitués de particules qui ne réfléchissent que quelques pourcents de la lumière qui les frappe. Il y a 13 anneaux connus dans le système. Même l'anneau Epsilon, le plus brillant, ne varie en largeur que de 19 à 96 km. C'est une misère comparée aux quelques 72 000 km de largeur des anneaux principaux de Saturne. Mais l'œil infrarouge de Webb a arraché ces structures fantomatiques de l'obscurité. Il a permis à ces anneaux d'émettre un rayonnement thermique et de réfléchir la lumière infrarouge vers les instruments sensibles de Webb. Pourtant, ce n'était qu'une partie de l'image. Il y en avait plus, beaucoup plus. Une calotte polaire brillait au-dessus de la planète, et à l'intérieur, des détails jamais vus auparavant. Cette caractéristique avait déjà été observée par Hubble. C'était une zone brillante associée au pôle incliné vers le Soleil. Elle se formait dans le cadre du cycle saisonnier de la planète. Alors qu'Uranus approche de son solstice et qu'un pôle
reçoit la lumière directe du Soleil pendant des années. L'atmosphère au-dessus de ce pôle développe un éclaircissement distinct, associé à des changements dans les couches d'aérosols et de brume à haute altitude. Mais la vision infrarouge de Webb a révélé de nouveaux détails à l'intérieur de cette calotte polaire, y compris un éclaircissement subtil très proche du pôle lui-même, qui n'avait jamais été clairement résolu auparavant. Au bord de la calotte, une formation nuageuse brillante se détachait nettement. Un deuxième nuage très brillant est apparu du côté opposé de la planète. Ce n'étaient pas des caractéristiques statiques, c'étaient des preuves de phénomènes météorologiques actifs, des processus convectifs transportant des matériaux vers le haut depuis l'atmosphère, formant des sommets de nuages visibles à des altitudes où l'atmosphère environnante était relativement claire. La bille lisse que Voyager avait vue avait disparu. À sa place se trouvait un monde dynamique avec une météo, une structure et une complexité. Et ce n'était que le début, car Webb a également résolu l'anneau le plus interne de la planète, l'anneau Zeta. Cet anneau n'avait jamais été imagé clairement auparavant. Il avait été provisoirement identifié dans les données de Voyager 2. Mais il n'avait jamais été vu clairement depuis la Terre ou par des télescopes spatiaux. Avant Webb, cet anneau représente le bord le plus interne du système d'anneaux d'Uranus, une région où les particules d'anneaux sont rares et où la lumière réfléchie et émise est exceptionnellement faible. Mais la sensibilité de Webb dans l'infrarouge était suffisante pour résoudre cette structure fantomatique, la sortant de l'obscurité pour la toute première fois. Ce n'était pas seulement une belle image. Pour les scientifiques planifiant une future mission d'orbiteur autour d'Uranus, l'observation de l'anneau Zeta était particulièrement précieuse, car tout vaisseau spatial s'approchant d'Uranus devrait passer à travers ou près du plan des anneaux. Comprendre la distribution et la densité du matériau des anneaux était vital pour la sécurité de la mission. Les images étaient saisissantes. Mais, pour vraiment comprendre les secrets de cette planète, les scientifiques avaient besoin d'autre chose, d'un autre instrument. Et cet instrument était sur le point de révéler l'un des secrets les plus étranges d'Uranus. Mais comment Webb a-t-il obtenu ces images incroyables? Les images étaient saisissantes, oui. Mais, pour vraiment comprendre les secrets de cette planète, nous devons comprendre comment Webb voit. Alors, maintenant, nous changeons de vitesse. Nous passons des découvertes rapides à la technique méticuleuse qui a rendu ces découvertes possibles. Car la science derrière le regard de Webb sur Uranus est aussi fascinante que la planète elle-même. Pour comprendre pourquoi Webb a particulièrement transformé notre compréhension d'Uranus, il faut comprendre ce qui différencie ce télescope de ses prédécesseurs. La distinction la plus importante est la longueur d'onde. Le télescope spatial Hubble observe principalement en lumière visible et dans le proche ultraviolet. Ce sont les mêmes longueurs d'onde que l'œil humain peut percevoir. Mais Webb a été conçu dès le départ comme un observatoire infrarouge. Ces instruments sont optimisés pour détecter la lumière à des longueurs d'onde allant d'environ 0,6 à 28 microns. C'est bien au-delà de ce que l'œil humain ou les caméras de Hubble peuvent voir profondément dans le spectre infrarouge. Cette situation est extrêmement importante pour la science planétaire, car différentes longueurs d'onde révèlent différentes choses. La lumière visible vous montre le sommet de la brume de méthane sur Uranus, et pas grand-chose d'autre. Mais la lumière infrarouge à des longueurs d'onde soigneusement sélectionnées peut pénétrer cette brume. Elle révèle les structures nuageuses cachées en dessous,
les systèmes de tempête, les variations de température et les signatures chimiques. Certaines longueurs d'onde infrarouges sont absorbées par le méthane, tandis que d'autres passent à travers. Cela permet aux scientifiques de découper efficacement l'atmosphère couche par couche. Ils créent une image tridimensionnelle de ce qui se passe à différentes altitudes. C'est comme essayer de comprendre l'intérieur d'un gâteau à plusieurs couches sans le couper. Vous tenez des lampes de poche de différentes couleurs. Une couleur frappe le glaçage supérieur et se réfléchit immédiatement. Elle ne vous montre que la surface. Une autre couleur traverse le glaçage et se réfléchit sur la couche inférieure. Elle révèle la structure cachée sous le revêtement. Une troisième couleur pénètre encore plus profondément. Elle rebondit sur la couche la plus basse avant de revenir à votre œil. Le système de filtre de Webb fait exactement cela. Il effectue cette analyse en couches en utilisant des longueurs d'onde infrarouges avec l'atmosphère riche en méthane d'Uranus. Mais il ne s'agit pas seulement d'utiliser la bonne lumière, il faut un instrument conçu pour capturer cette lumière. Le revêtement en or sur les segments du miroir n'est pas décoratif, car l'or est un réflecteur extraordinairement efficace de la lumière infrarouge. L'aluminium qui recouvre le miroir de Hubble fonctionne bien pour les longueurs d'onde visibles, mais réfléchit la lumière infrarouge moins efficacement. Chaque choix de conception sur Webb, du revêtement du miroir au pare-soleil, en passant par la température de fonctionnement des instruments, a été fait pour maximiser la sensibilité à l'infrarouge. C'est pourquoi le télescope fonctionne à environ moins 233 degrés Celsius, soit seulement 40 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, les propres émissions thermiques du télescope sont minimisées. Cela empêche l'instrument de noyer les faibles signaux infrarouges provenant de cibles lointaines. Hubble orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 550 km et entre et sort de l'ombre de la Terre toutes les 90 minutes. Mais Webb orbite autour du Soleil au deuxième point de Lagrange, une position gravitationnellement stable à environ 1,6 million de kilomètres de la Terre. À cet endroit, le Soleil, la Terre et la Lune sont toujours du même côté du télescope. Cela permet au pare-soleil de bloquer les trois sources de chaleur simultanément. Les instruments du côté froid, quant à eux, regardent sans interruption l'espace profond. C'est pourquoi Webb peut observer une cible beaucoup plus longtemps, sans interruption, que Hubble ne le peut. Cette capacité allait être cruciale pour l'étude d'une planète en rotation rapide comme Uranus. Webb transporte 4 instruments scientifiques principaux, mais 2 d'entre eux sont particulièrement importants pour les observations d'Uranus. La caméra proche infrarouge, ou NIRCam, est l'instrument d'imagerie principal du télescope. Elle capture des images détaillées à des longueurs d'onde de 0,6 à 5 microns. Différents filtres révèlent différentes caractéristiques atmosphériques. Un filtre peut mettre en évidence l'absorption du méthane, tandis qu'un autre pénètre dans des couches nuageuses plus profondes, en combinant des images prises avec plusieurs filtres. Les scientifiques peuvent créer des portraits composites d'une planète. Ces portraits révèlent bien plus qu'une seule image ne le pourrait. Le deuxième instrument critique est le spectrographe proche infrarouge, ou NIRSPEC. NIRSPEC, au lieu de produire des images, décompose la lumière entrante en ses longueurs d'onde constitutives. Il crée un spectre. Ce spectre révèle les empreintes chimiques de tout ce que le télescope observe. Chaque atome et molécule absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques. En lisant le spectre, les scientifiques
peuvent déterminer quels produits chimiques sont présents, mesurer leur température et déterminer les conditions physiques à différentes altitudes dans une atmosphère. NIRSPEC dispose d'un mode particulièrement puissant, l'unité de champ intégrale. Cette unité peut acquérir des spectres simultanément sur un champ de vision bidimensionnel. Cela signifie qu'il peut cartographier les propriétés chimiques et thermiques d'un objet étendu comme une planète. Il ne produit pas un seul spectre, mais une carte de spectre sur tout le disque visible, pour étudier l'atmosphère et l'ionosphère d'Uranus. Cette capacité allait être transformative. Mais toute cette technologie devait faire face à un défi majeur, le temps. Uranus tourne très vite. La période de rotation de 17 heures de la planète signifie que les caractéristiques atmosphériques, les tempêtes et les structures nuageuses se déplacent de manière visible sur le disque en quelques minutes. Les lunes intérieures, qui orbitent près de la planète et voyagent à des vitesses relativement élevées, changent également rapidement de position. Cela crée une tension fondamentale pour les observateurs. Des expositions plus longues collectent de plus de lumière et révèlent des caractéristiques plus faibles. Mais elles floutent également tout ce qui bouge pendant l'exposition. Des expositions plus courtes préservent la netteté, mais sacrifient la sensibilité. L'équipe de Webb a dû équilibrer soigneusement ces exigences concurrentes. Ils ont choisi des temps d'exposition suffisamment longs pour détecter les anneaux faibles et les lunes sombres, mais suffisamment courts pour figer la rotation de la planète et le mouvement orbital des lunes. Le fait qu'ils aient réussi à atteindre les deux objectifs simultanément, c'est-à-dire résoudre l'anneau zeta tout en capturant des détails atmosphériques nets, témoigne de la planification et de l'exécution précise du programme d'observation. MESS. Au-delà de ces instantanés, les scientifiques avaient un plan pour résoudre l'un des secrets les plus profonds d'Uranus. Observer la planète pendant une journée entière, l'écouter, et ce faisant, ils ont trouvé quelque chose que personne n'attendait. Et cette découverte est venue d'une observation spéciale, conçue pour résoudre l'un des secrets les plus profonds d'Uranus. Ce n'était pas un instantané, c'était un regard continu de 15,4 heures, un marathon qui a suivi la rotation de la planète pendant presque une journée entière. Au cœur de cette observation, il y avait une molécule spécifique que les scientifiques recherchaient. Cette molécule était la clé pour percer les secrets de la haute atmosphère d'Uranus. Son nom barre verticale H3+. H3+ est un ion moléculaire où 3 atomes d'hydrogène partagent 2 électrons. Il se forme lorsque l'hydrogène moléculaire est ionisé par le rayonnement ultraviolet du Soleil ou par des particules énergétiques canalisées le long des lignes de champ magnétique. Une fois créé barre verticale, H3+ émet un rayonnement infrarouge à des longueurs d'onde caractéristiques en tournant et en vibrant. Cette émission est faible, incroyablement faible. MESS. Elle contient des informations codées sur la température, G7, la densité et la distribution des ions dans la région où elle existe. C'est une sorte de thermomètre et de densimètre pour les couches supérieures de l'atmosphère. H3+ avait déjà été détecté sur Uranus avec des télescopes au sol, mais seulement comme un signal moyen étalé sur tout le disque. Personne n'avait cartographié sa distribution sur la planète en détail. Personne n'avait mesuré comment ses propriétés changeaient avec l'altitude. Personne n'avait suivi son évolution au cours d'une journée complète d'Uranus. Cette observation, avec l'instrument NIRSPEC de Webb, allait faire les 3 pour la première fois.
car l'unité de champ intégrale de NIRSPEC pouvait diviser le champ de vision en une grille et enregistrer un spectre complet de chacune indépendamment. Cela signifiait que l'équipe n'obtenait pas un seul spectre, mais des dizaines de spectres, et c'était une capacité révolutionnaire. Mais il ne suffisait pas de savoir où regarder. Il fallait aussi savoir comment regarder. L'équipe a utilisé un motif de balayage à 5 points pour capturer les observations au limbe de la planète. Ce bord incurvé est l'endroit où l'atmosphère s'étend au-dessus du disque visible contre le noir de l'espace. En observant au limbe, plutôt qu'en regardant droit vers le bas, au centre du disque. Les scientifiques peuvent séparer la lumière provenant de différentes altitudes. Au limbe, la ligne de visée traverse l'atmosphère sous un angle oblique, et les émissions des altitudes plus élevées sont géométriquement séparées des émissions inférieures. Cette technique a permis à l'équipe de créer des profils verticaux, des mesures de température et de densité ionique en fonction de l'altitude s'étendant jusqu'à 5000 km au-dessus des sommets des nuages. 20 observations distinctes ont été effectuées sur la fenêtre de 15 heures. Elles ont suivi la planète alors qu'elle tournait et présentaient différentes longitudes au télescope. Le rythme des observations a été soigneusement planifié. Les longitudes qui étaient du côté éloigné de la planète au début de l'observation ont tourné pour faire face au télescope des heures plus tard. En répartissant les 20 observations sur la fenêtre complète de 15 heures, l'équipe s'est assurée que presque chaque longitude sur la planète était capturée à un moment donné de la séquence. Car le champ magnétique étant incliné et décalé par rapport à l'axe de rotation, crée des conditions ionosphériques différentes à différentes longitudes. Avec une observation plus courte, l'équipe n'aurait vu qu'une image partielle. Et si les bandes aurorales avaient été du côté éloigné de la planète à ce moment-là, ils les auraient complètement manquées. C'était comme entrer dans une pièce et tourner à 360 degrés pour inspecter chaque coin, au lieu d'essayer de comprendre la pièce en ne regardant que par l'entrebâillement de la porte. Les télescopes au sol regardaient par l'entrebâillement. Hubble avait ouvert une fenêtre plus large. Mais Webb est entré dans la pièce et a allumé les lumières. Cela a créé un ensemble de données quadridimensionnelles. Les 2 dimensions spatiales sur le disque de la planète, l'altitude au-dessus des sommets des nuages, déduite de la géométrie du limbe, et le temps qui passe pendant que la planète tourne. Aucune observation de géante de glace n'avait jamais produit un ensemble de données avec ce niveau de couverture spatiale, spectrale et temporelle combinée. Ce n'était pas seulement prendre une meilleure photo, c'était comprendre la planète d'une manière entièrement nouvelle, comme un monde vivant qui respire, avec des systèmes interconnectés. Lorsque ces techniques se sont combinées, Webb ne prenait pas seulement une photo d'Uranus, il mesurait le pouls de l'atmosphère de la planète, heure par heure, couche par couche. Et lorsque ces données ont été analysées, l'image qui en a émergé allait surprendre même les scientifiques planétaires les plus expérimentés. Des augmentations de température inattendues, des densités d'ions imprévues, et surtout des aurores qui se comportaient d'une manière aussi étrange et inexplicable que la planète elle-même. Les techniques étaient prêtes, l'observation avait été faite, et maintenant, le plus excitant commençait. Déchiffrer ce que les données racontaient, car dans ces chiffres et ces spectres se trouvait la vraie nature d'une planète cachée sous une apparence froide, le vert. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Les techniques étaient prêtes. Le télescope était verrouillé.
les données ont commencé à affluer. Mais, lorsque les scientifiques ont traité ces données, ce qu'ils ont trouvé dépassait toutes les attentes. C'était une révolution. C'était le moment qui a réécrit tout sur Uranus. Les images n'étaient que le début. Ce que le spectrographe a trouvé a secoué les fondements de la science planétaire. Maintenant, nous plongeons dans les secrets les plus sombres d'Uranus, les faits les plus choquants que Webb a révélés. Attachez vos ceintures, car maintenant, le tempo passe au maximum. Premier choc. Le profil de température verticale. C'était la première fois dans l'histoire que cela était fait. Les scientifiques ont mesuré la température de l'ionosphère d'Uranus à différentes altitudes, et ce qu'ils ont trouvé était impossible. L'atmosphère n'était pas uniforme, pas du tout. Il y avait un pic de température distinct, dans une couche située entre 3000 et 4000 km au-dessus des sommets des nuages. Les températures grimpaient soudainement. C'était comme trouver un chauffage caché au milieu de l'atmosphère. Mais comment? Cette structure thermique verticale avait été prédite par certains modèles théoriques, mais elle n'avait jamais été confirmée par l'observation sur une géante de glace. Jusqu'à maintenant, les températures de pointe impliquaient que de l'énergie était déposée dans la haute atmosphère à des altitudes spécifiques, peut-être par des interactions entre la magnétosphère et le vent solaire, peut-être par la précipitation de particules le long des lignes de champ magnétiques, ou peut-être par la rupture d'ondes se propageant depuis l'atmosphère inférieure. Le mécanisme exact reste incertain. Mais sa présence constante à toutes les longitudes indiquait que ce n'était pas une anomalie locale. C'était une caractéristique fondamentale de l'ionosphère d'Uranus. Cela prouvait que la planète avait un moteur interne, mais personne ne savait comment ce moteur fonctionnait. Cette découverte a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters, et elle a instantanément renvoyé tous ceux qui écrivent des modèles d'atmosphère de géantes de glace à la planche à dessin. Car les anciens modèles étaient désormais inutiles. Mais ce n'était que le début. Deuxième choc, la densité ionique. C'était encore plus surprenant. Les densités de H3+, ont atteint un pic à une altitude plus basse, à environ 1000 km au-dessus des sommets des nuages. La densité maximale a atteint une valeur d'environ 4,45 fois 10 puissance 8 ions par mètre cube. Ce chiffre peut paraître grand, mais il était en fait significativement plus bas que ce que prévoyaient les modèles théoriques unidimensionnels de l'ionosphère d'Uranus. Les modèles s'attendaient à des concentrations d'ions plus élevées à ces altitudes. Ces modèles, calibrés à l'aide des données limitées de Voyager 2 et des observations au sol, étaient faux. Cette divergence signifiait que quelque chose n'allait pas dans les modèles. Peut-être dans leurs hypothèses sur l'apport d'énergie à l'ionosphère, peut-être dans les taux de réaction chimique qui créent et détruisent H3+, ou peut-être dans les processus de transport qui déplacent les ions. L'observation n'a pas seulement confirmé la compréhension actuelle, elle l'a directement défiée. Elle a fourni des contraintes observationnelles concrètes que les théoriciens devront inclure dans la prochaine génération de modèles atmosphériques. C'était le moment où les manuels ont été réécrits, car Uranus nous disait que ce que nous pensions savoir était faux. Mais la plus grande surprise n'était pas encore venue. Troisième choc, les aurores. Elles étaient là. Elles brillaient, et elles ne ressemblaient à rien d'autre. 2 bandes d'émissions aurorales brillantes ont été détectées. Elles étaient concentrées près des pôles magnétiques de la planète. Sur Terre,
Les aurores se forment dans des anneaux autour des pôles magnétiques. Jupiter a des aurores brillantes. Saturne a ses propres ovales auroraux. Mais les aurores d'Uranus sont différentes de toutes les autres, car elles sont façonnées par une géométrie de champs magnétiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le système solaire. Rappelez-vous, le champ magnétique d'Uranus est incliné de près de 60 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète, et il est décalé du centre de la planète, alors qu'Uranus tourne toutes les 17 heures. Ce champ magnétique unilatéral oscille dans l'espace. Il s'ouvre et se ferme alternativement au vent solaire en fonction de l'orientation. Les régions aurorales ne se trouvent pas dans des cercles nets autour des pôles géographiques, comme sur Terre. Au lieu de cela, elles balayent la surface de la planète en motifs complexes et en constante évolution. C'est une dynamique qu'aucun ovale auroral fixe ne peut imiter. Les observations de Webb ont capturé cette complexité directement. Les deux bandes d'émissions brillantes sont apparues dans des plages de longitude spécifiques, entre environ 50 et 110 degrés de longitude ouest, et entre 220 et 290 degrés de longitude ouest. Ces positions correspondaient à des régions proches des pôles magnétiques. Cela a confirmé que les émissions aurorales étaient contrôlées magnétiquement. Mais ce n'est pas ce qui a vraiment secoué le monde scientifique. Le vrai choc se trouvait entre ces deux bandes. Quatrième choc, la zone d'épuisement. Un vide. Entre les deux bandes brillantes, il y avait une diminution marquée de l'émission de H3+, et de la densité ionique. Dans une plage d'environ 190 à 240 degrés de longitude ouest. Ce n'était pas une atténuation progressive. C'était une région définie où l'ionosphère s'assombrissait et s'amincissait, comme si quelque chose supprimait la production d'ions ou accélérait la perte d'ions dans cette région spécifique. L'équipe a associé cette zone d'épuisement à la topologie du champ magnétique, aux régions où les lignes de champ magnétique passent de configurations fermées à des configurations ouvertes. Les lignes de champ fermées peuvent piéger les particules chargées et les diriger vers l'atmosphère, provoquant une émission aurorale. Les lignes de champ ouvertes, en revanche, permettent aux particules de s'échapper, réduisant la densité ionique locale. La zone d'épuisement observée par Webb pourrait représenter une zone de transition où la géométrie magnétique passe de fermée à ouverte, ce qui crée un vide dans l'émission aurorale. Un phénomène similaire a été observé sur Jupiter. Mais le fait qu'une caractéristique similaire apparaisse sur Uranus, malgré sa géométrie de champ magnétique radicalement différente, suggère que certains processus magnétosphériques pourraient être universels. Cela pourrait être une loi fondamentale de la physique entre les planètes magnétisées. Et Webb l'avait vu pour la première fois. Pourtant, la chose la plus troublante que Webb ait trouvée n'était pas une nouvelle découverte, c'était la confirmation et l'extension d'une tendance que les scientifiques suivaient avec une inquiétude croissante depuis plus de 30 ans. Cinquième choc, la planète se refroidit. Et personne ne sait pourquoi. La haute atmosphère d'Uranus se refroidit. Elle se refroidit régulièrement depuis au moins le début des années 1990. L'observation de Webb a enregistré une température moyenne de la haute atmosphère d'environ 426 Kelvin, soit environ 150 degrés Celsius. C'était plus bas que toute autre valeur précédemment publiée. Cette tendance au refroidissement est déroutante, car personne n'a d'explication convaincante. La haute atmosphère d'une planète géante est chauffée par divers mécanismes. Le rayonnement ultraviolet du Soleil, les particules chargées qui pleuvent le long des lignes de champ magnétique,
les ondes de gravité qui se propagent depuis le bas, sur Jupiter et Saturne. Ces mécanismes se combinent pour produire des températures thermosphériques beaucoup plus élevées que ce que le seul réchauffement solaire peut expliquer. C'est une divergence connue sous le nom de crise énergétique des planètes géantes. Uranus a sa propre version de la crise. Mais c'est l'inverse. Au lieu d'être étonnamment chaude, sa haute atmosphère est étonnamment froide. Ce mystère est encore plus frappant en comparaison avec Neptune. Les deux planètes ont des masses similaires, des diamètres similaires et des compositions atmosphériques similaires. Mais leur comportement thermique ne pourrait pas être plus différent. La haute atmosphère de Neptune est chaude, celle d'Uranus est froide et se refroidit encore. Il est difficile d'associer cette tendance à l'activité solaire, car c'est une baisse constante. Elle pourrait être saisonnière, mais nous n'avons pas observé assez longtemps pour le tester. Ou cela pourrait être quelque chose de plus fondamental et de plus troublant. Cela pourrait être lié à la faible source de chaleur interne d'Uranus. Uranus est la seule planète géante qui n'émet presque aucune chaleur interne excessive détectable. Alors, où est passée toute cette énergie? Cette nouvelle mesure de Webb a ajouté un nouveau point de données à la courbe de refroidissement et a confirmé que la tendance se poursuit. Mais elle n'a pas expliqué le mécanisme. Cette observation était un diagnostic, pas une solution. Elle nous a dit exactement quelle était la température. Mais la question du pourquoi est restée sans réponse. Et cela pourrait être le plus grand mystère de toutes ces découvertes. Car ce n'est pas seulement une planète qui se refroidit, c'est peut-être un signe que notre physique est incomplète quelque part. Mais quand toutes ces découvertes sont réunies, que nous disent-elles sur ce qu'est Uranus? Et plus important encore, quelle est la suite? Et la combinaison de ces découvertes a créé l'un des plus grands bouleversements scientifiques de l'histoire. Car ce n'était pas seulement une planète qui se refroidissait. Cela montrait que la haute atmosphère de la planète était complexe, structurée et dynamique. L'image simple d'un monde froid, silencieux, magnétiquement confus, a cédé la place à une réalité en couches de chauffage dépendant de l'altitude, de régions aurorales contrôlées magnétiquement et d'une évolution thermique inexpliquée. C'était un changement de paradigme. Et ce changement n'était pas limité à Uranus. Car un rapport publié en 2022 a tout changé. Ce rapport était le rapport d'enquête décennale. Produit tous les 10 ans par les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, ce document représente les priorités scientifiques collectives de la communauté de la science planétaire. Il recommande les missions que la NASA devrait poursuivre au cours de la prochaine décennie. Et quelle était la priorité numéro 1 pour la période 2023 à 2033? Pas Mars, pas Europe, pas Encelade. Uranus, un orbiteur et une sonde pour Uranus. Le rapport a clairement indiqué que les géantes de glace représentent l'une des lacunes les plus importantes de notre compréhension du système solaire. C'était toute la communauté scientifique qui se réunissait pour dire d'une seule voix « Nous devons y aller ». Car chaque nouveau détail montré par Webb aiguisait des questions plus profondes auxquelles seul un orbiteur pourrait répondre. Le rapport a appelé à un vaisseau spatial qui orbiterait autour d'Uranus pendant des années, enverrait une sonde atmosphérique pour mesurer directement sa composition, cartographierait ses champs gravitationnels et magnétiques, étudierait son système d'anneaux de près et enquêterait sur ses lunes pour des signes d'activité géologique et d'habitabilité potentielle.
La fenêtre de lancement prévue était le début des années 2030. L'arrivée à Uranus se ferait au début des années 2040. Ce serait l'une des missions interplanétaires les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité. Mais maintenant, grâce à Webb, nous savons pourquoi cette mission est si vitale. Pourtant, il y avait plus, car Webb ne regardait pas seulement la planète, mais aussi ses lunes. Et ce qu'il y a trouvé a rendu tout encore plus complexe. Les lunes brillaient. Une observation ultérieure et plus complète de Webb a capturé 14 des 27 lunes connues d'Uranus en un seul cliché. Des grandes lunes classiques, Titania et Oberon, aux minuscules lunes intérieures, comme Puck. Cressida et Bianca, qui orbitent parmi les anneaux. Cette image a également révélé des galaxies d'arrière-plan, dispersées bien au-delà du système d'Uranus. C'était une preuve de la sensibilité extraordinaire de Webb. Mais la vraie histoire était dans les lunes, car le fait que Webb puisse voir ces lunes dans l'infrarouge signifiait plus que simplement déterminer leur position. Cela signifiait que nous pouvions commencer à analyser la composition de leur surface. En mesurant leur luminosité à différentes longueurs d'onde infrarouges, les scientifiques peuvent commencer à distinguer la glace d'eau, la glace de dioxyde de carbone et les matériaux organiques plus sombres qui absorbent différemment la lumière infrarouge. Pour les plus grandes lunes, Titania et Oberon, Webb pourrait éventuellement détecter des caractéristiques de surface grossières ou des variations de composition sur leur disque. Mais ce qui est peut-être le plus intriguant, c'est que la sensibilité profonde des détecteurs infrarouges de Webb soulève la possibilité de rechercher des signes d'activité sur les lunes. De faibles panaches de vapeur d'eau ou de particules de glace qui pourraient indiquer des processus souterrains. On avait découvert qu'Encelade sur Saturne projetait activement de l'eau dans l'espace. Et cette activité a été initialement détectée par des observations à distance de son émission thermique et de sa lumière réfléchie. Une découverte similaire sur une lune d'Uranus, aussi improbable soit-elle, serait révolutionnaire et combinée à la réanalyse de Voyager en 2024. Cette possibilité n'était plus une pure fantaisie, c'était une possibilité tangible. Et Webb était le seul instrument capable de tester cette possibilité. Pourtant, parmi toutes ces découvertes choquantes, la plus profonde, la plus philosophique, ne venait pas de la planète elle-même, mais de notre regard sur elle. Toutes ces découvertes ont été rendues possibles grâce à une capacité fondamentale de Webb, le temps. Les saisons d'Uranus durent des décennies. Son atmosphère change au cours d'une vie humaine. Ce n'est pas un monde que vous pouvez comprendre en un clin d'œil. Hubble nous a donné les premiers indices de ce changement en observant Uranus pendant plus de 20 ans. Il a suivi l'éclaircissement progressif de la brume du pôle Nord. Mais Webb a porté ce suivi à un niveau entièrement nouveau. Avec sa sensibilité infrarouge, sa résolution spectrale et sa capacité à observer en continu depuis son orbite stable. Webb peut créer un enregistrement en accéléré du changement planétaire qui n'a jamais existé auparavant. Avec sa durée de vie minimale prévue de 10 ans, potentiellement 20 ans. Webb peut observer Uranus de l'approche du solstice au début de l'automne. C'est une petite tranche par rapport à sa période orbitale de 84 ans. Mais, par rapport à ce qui a précédé, ce serait transformateur. Chaque observation ajoute un nouveau chapitre à cette histoire à long terme. Chaque point de données nous aide à déchiffrer les rythmes saisonniers de ce géant froid. Ce n'est pas seulement de la science, c'est écrire la biographie d'un monde. C'est raconter l'histoire d'un monde qui évolue sur des décennies de saisons et des milliards d'années d'histoire.
et Webb nous donne la capacité de lire cette histoire pour la première fois. Son atmosphère change au cours d'une vie humaine. Ce n'est pas un monde que vous pouvez comprendre en un clin d'œil. Hubble nous a donné les premiers indices de ce changement en observant Uranus pendant plus de 20 ans. Il a suivi l'éclaircissement progressif de la brume du pôle Nord. Mais Webb a porté ce suivi à un niveau entièrement nouveau, avec sa sensibilité infrarouge, sa résolution spectrale et sa capacité à observer en continu depuis son orbite stable. Webb peut créer un enregistrement en accéléré du changement planétaire qui n'a jamais existé auparavant, avec sa durée de vie minimale prévue de 10 ans, potentiellement 20 ans. Webb peut observer Uranus de l'approche du solstice au début de l'automne. C'est une petite tranche par rapport à sa période orbitale de 84 ans. Mais, par rapport à ce qui a précédé, ce serait transformateur. Chaque observation ajoute un nouveau chapitre à cette histoire à long terme. Chaque point de données nous aide à déchiffrer les rythmes saisonniers de ce géant froid. Ce n'est pas seulement de la science, c'est écrire la biographie d'un monde. C'est raconter l'histoire d'un monde qui évolue sur des décennies de saisons et des milliards d'années d'histoire. Et Webb nous donne la capacité de lire cette histoire pour la première fois. Toutes ces découvertes, ces observations, records, ces changements de paradigme, tout mène à une seule conclusion troublante. Nous ne comprenons pas cette planète. Chaque couche que Webb a révélée montre une couche plus profonde en dessous. Et sous cette couche, une autre couche. Nous descendons à des questions si fondamentales qu'y répondre pourrait nécessiter une technologie et des missions qui n'existent pas encore. Webb nous a montré qu'Uranus n'est pas le monde silencieux et sans trait que nous supposions depuis des décennies. C'est une planète de saisons extrêmes, de géométrie magnétique impossible, de refroidissement inexpliqué et de dynamique atmosphérique. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps d'aller au-delà de toutes ces données, de ces découvertes choquantes. Il est temps de regarder la signification plus profonde derrière ces détails techniques et ces chiffres records. Alors, que signifie tout cela pour nous? Que signifie le fait qu'un monde de notre propre système solaire puisse être si étranger, si mystérieux? Et que nous disent nos découvertes sur ce monde froid et lointain sur notre place dans l'univers? Et maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps d'aller au-delà de toutes ces données, de ces découvertes choquantes, de ralentir le rythme et de regarder la signification plus profonde derrière ces détails techniques et ces chiffres records. Alors, que signifie tout cela pour nous? Que signifie le fait qu'un monde de notre propre système solaire puisse être si étranger, si mystérieux, et que nous disent nos découvertes sur ce monde froid et lointain sur notre place dans l'univers? Car chaque découverte que le télescope spatial James Webb a faite sur Uranus mène à la même conclusion troublante. Nous ne comprenons pas cette planète, et cette ignorance est peut-être notre plus grande découverte. Premièrement, il y a le mystère de la structure interne, tout ce qui concerne le comportement d'Uranus, sa faible production de chaleur, son champ magnétique étrange, sa dynamique atmosphérique, son refroidissement inexpliqué, repose sur ce qui se passe sous les sommets des nuages, dans un royaume qu'aucun instrument n'a jamais échantillonné directement. Le modèle standard divise la planète en 3 grandes couches. Au centre, un petit noyau dense de roches et de fer, d'environ la moitié de la masse de la Terre. Ce noyau est entouré d'un manteau de fluide chaud et dense sous une pression extrême. Ce manteau est composé d'eau, de méthane et d'ammoniac.
Cette couche donne à Uranus son nom de géante de glace. Mais les matériaux de cette région se trouvent dans des états exotiques à haute pression qui ne ressemblent en rien à la glace de notre expérience quotidienne. Et au-dessus de ce manteau se trouve l'enveloppe gazeuse d'hydrogène, d'hélium et de traces de méthane qui constituent l'atmosphère visible. Cette image à 3 couches est plausible compte tenu de ce que nous savons. Mais les détails sont profondément incertains et les conditions à l'intérieur du manteau repoussent les limites de ce que la physique de laboratoire peut reproduire. À quelques milliers de kilomètres sous les sommets des nuages, les pressions dépassent des centaines de milliers de fois la pression atmosphérique au niveau de la mer sur Terre. Les températures grimpent à des milliers de degrés. Dans ces conditions, l'eau, le méthane et l'ammoniac qui composent le manteau ne se comportent pas comme n'importe quelle substance familière. L'eau peut entrer dans un état superionique, une phase de la matière où les atomes d'oxygène sont enfermés dans un réseau cristallin, Rayet, tandis que les atomes d'hydrogène s'écoulent librement à travers comme un liquide. Cette eau superionique est à la fois solide et liquide. Si de grandes régions du manteau d'Uranus existent dans cette phase superionique, elles seraient électriquement conductrices. Elles pourraient transporter les courants qui génèrent le champ magnétique. Cela pourrait être une partie du secret qui se cache au cœur d'Uranus. Mais nous ne toucherons jamais ce secret. C'est une boîte noire pour nous, pour toujours. Nous sommes des êtres qui, à des milliards de kilomètres de là, tentent d'interpréter les faibles lueurs à la surface de cette boîte. Pourtant, le fait que nous puissions interpréter ces lueurs, notre quête même de compréhension, jette un pont sur cette distance tragique. Tu fais partie de ce pont. Toi aussi, tu regardes cette faible lumière et tu imagines ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'un des actes les plus fondamentaux de l'être humain. Et puis, il y a l'hypothèse de la pluie de diamants. Le méthane dans le manteau, sous une pression suffisante, peut se décomposer et libérer des atomes de carbone. Ces atomes de carbone libres, soumis à des pressions écrasantes et à des températures élevées, pourraient théoriquement se transformer en diamants. C'est l'une des idées les plus frappantes de la science planétaire. Des expériences en laboratoire ont montré que le méthane se décompose effectivement à des pressions similaires à celles de l'intérieur des géantes de glace, formant des structures de carbone semblables à des diamants. Si la pluie de diamants se produit à l'intérieur d'Uranus, les diamants couleraient lentement dans le fluide environnant. Ils tomberaient vers le noyau et libéreraient de l'énergie gravitationnelle sous forme de chaleur. Ce processus, s'il est à l'œuvre, créerait une source de chaleur similaire à la pluie d'hélium que l'on pense se produire à l'intérieur de Saturne. Mais le fait qu'Uranus n'émette presque aucune chaleur excessive suggère que soit la pluie de diamants ne s'y produit pas, soit elle se produit à un rythme si faible qu'elle ne peut pas produire une signature énergétique détectable. Les deux possibilités ont des conséquences différentes pour la structure interne et l'évolution de la planète. Et aucune ne peut être confirmée ou exclue, sans les mesures directes, que seule une sonde atmosphérique et un orbiteur peuvent fournir. Nous essayons de comprendre un processus interne d'une planète de 4,5 milliards d'années, qui se déroule peut-être depuis des millions d'années, avec notre propre durée de vie de 80 ans. C'est une course contre le temps lui-même. Et il est presque certain que nous perdrons cette course. Mais
le fait que nous puissions lire une page d'une histoire de milliards d'années dans ce bref instant. Cette courte vie humaine est un miracle. Toi aussi, tu es témoin de ce miracle. Toi aussi, avec ce regard d'un instant, tu essaies de saisir l'éternité. Et cet effort rend cet instant éternel. L'incertitude la plus évidente concerne la chaleur. Jupiter émet environ 1,7 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cet excès provient de la lente contraction gravitationnelle de la planète. Saturne émet environ 1,8 fois l'apport solaire. Neptune, bien que plus éloigné du Soleil et recevant moins de chaleur solaire, émet environ 2,6 fois ce qu'elle absorbe. Cette chaleur excessive alimente le temps notoirement actif de Neptune. Mais Uranus brise complètement ce schéma. Voyager 2 a mesuré l'émission thermique de la planète et n'a trouvé aucune chaleur excessive statistiquement significative au-dessus de la chaleur que la planète reçoit du Soleil. La limite supérieure était si basse qu'elle était essentiellement nulle dans la précision de la mesure. Uranus semble être en équilibre thermique avec le Soleil. Elle ne fait que rayonner ce qu'elle absorbe. C'est profondément étrange pour une planète géante qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et qui devrait encore rayonner sa chaleur de formation. Où est passée toute cette énergie primordiale? L'hypothèse principale pointe vers la collision catastrophique qui a fait basculer la planète. Mais ce qui s'est passé après cette collision est une question critique. Une possibilité est que la collision ait tellement mélangé l'intérieur que la plupart de la chaleur primordiale s'est rapidement dissipée juste après. Une deuxième possibilité est que la collision ait créé une stratification stable à l'intérieur. Cela empêche la chaleur de l'intérieur profond d'être transportée efficacement vers la surface. Elle reste emprisonnée. Cela expliquerait le flux de chaleur négligeable mesuré par Voyager 2. Mais cela signifie qu'il y a une fournaise cachée à l'intérieur d'Uranus, toujours chaude mais piégée derrière une barrière isolante. Nous ne sentirons jamais la chaleur de cette fournaise, mais nous comprenons son existence par son absence. Ce silence, ce froid, est la plus grande preuve du feu à l'intérieur. Toi aussi, tu écoutes ce silence. Et dans ce silence, tu entends le secret le plus profond d'une planète. Et c'est la forme la plus pure de la connaissance. Et cette hypothèse de stratification pourrait également expliquer l'étrange champ magnétique. Si l'intérieur profond d'Uranus est stratifié de manière stable et que la convection est supprimée, alors la dynamo doit fonctionner dans une région différente. Peut-être dans une fine coque de fluide conducteur à une profondeur intermédiaire où les conditions permettent encore un mouvement convectif. Une dynamo à coque mince produirait naturellement le type de champ magnétique observé par Voyager 2, incliné, décalé et multipolaire, car la géométrie de la convection dans une coque mince est fondamentalement différente de la convection dans une couche de fluide profonde et épaisse. Le champ magnétique d'Uranus pourrait être l'expression en surface d'une structure interne qui a été violemment remodelée il y a des milliards d'années et ne s'est jamais complètement rétablie. Mais cela reste en grande partie théorique. Il n'y a pas de mesure directe de la structure interne d'Uranus. C'est l'un des principaux objectifs scientifiques de l'orbiteur et de la sonde Uranus proposée. Sans ces mesures, l'intérieur d'Uranus reste un exercice théorique limité par les données d'un seul passage. Nous ne pouvons comprendre le cœur d'une planète de notre propre système solaire que de manière indirecte, par des modèles et des inférences. C'est une limitation. Mais
C'est aussi une force, car cela montre que notre esprit peut atteindre des endroits que nos yeux ne peuvent pas voir. Toi aussi, tu fais partie de ce voyage mental. Toi aussi, tu imagines comment fonctionne cette dynamo invisible, et cette imagination est le premier pas qui nous y mène. Pourtant, il y a encore beaucoup à explorer dans ce voyage philosophique, et cette imagination nous mène à un autre paradoxe profond, la distance et la proximité. Il y a une frustration fondamentale dans la compréhension d'Uranus. Elle est à la fois nôtre et pas nôtre. C'est une planète qui orbite autour de la même étoile, le même soleil que nous voyons chaque matin. Elle partage le même système solaire que la Terre. Elle s'est formée à partir du même disque de gaz et de poussière. Elle s'est assemblée sous les mêmes lois de la physique. Et depuis 4,5 milliards d'années, soit un quart de l'âge de l'univers, elle tourne autour du Soleil. Pourtant, nous la comprenons moins bien que les étoiles à des centaines d'années-lumière. Nous avons cartographié les surfaces de galaxies à des milliards d'années-lumière plus en détail que l'atmosphère d'un monde de notre propre voisinage planétaire. Cette inégalité n'est pas le résultat d'un manque d'effort ou d'intérêt. C'est le résultat des limites pratiques de la distance, du timing et de l'exploration. Le système solaire externe est distant d'une manière que l'intuition humaine a du mal à saisir. Lorsque Voyager 2 a quitté la Terre en 1977, il lui a fallu près de 9 ans pour atteindre Uranus, voyageant à des vitesses dépassant les 56 000 km/h. La lumière elle-même met plus de 2 heures et demie pour faire ce voyage. C'est un monde que nous ne pouvons pas toucher, que nous ne visiterons jamais. Et cela crée un profond sentiment de solitude cosmique. Mais c'est précisément cette distance, cette inaccessibilité qui rend chaque image de web, chaque point de données si précieux. Chaque photon est un survivant qui a traversé 2,7 milliards de kilomètres de vide. Lorsque ce photon atteint notre télescope, ce n'est pas seulement un point de données, c'est une connexion, une poignée de main d'un monde lointain. C'est la plus belle partie de la science. Elle nous permet d'aller avec notre esprit là où nous ne pouvons pas aller physiquement. Toi aussi, tu établis cette connexion. En lisant ces lignes, tu traverses ces milliards de kilomètres avec ton esprit. Et à ce moment-là, ce monde lointain devient un peu moins seul et un peu plus nôtre. Et cela nous amène à un autre contraste, l'ignorance et la connaissance. L'histoire d'Uranus est une métaphore parfaite du fonctionnement de la science. Ce n'est pas une marche triomphale en ligne droite. C'est un chemin sinueux, fouillat, rempli de faux départs, de coïncidences malheureuses et de décennies d'interprétations erronées. Le passage de Voyager 2 était un instantané, et cet instantané a été faussé par un événement de vent solaire qui ne se produit que 4% du temps. 40 ans d'interprétations scientifiques ont été construits sur cet instantané. Les conclusions qui en ont été tirées se sont infiltrées dans les manuels, les articles de synthèse et les modèles de sciences planétaires. Et maintenant, ces conclusions sont remises en question. Non pas parce que les données étaient fausses, mais parce que le timing était extraordinairement malchanceux. C'est une leçon d'humilité. C'est un rappel de la fragilité de la certitude. Et c'est une preuve que la science consiste moins à trouver des réponses qu'à poser de meilleures questions. La science n'est pas un dépôt de connaissances. C'est un processus continu de doute, de tests et de révision. Et il y a une beauté dans ce processus. C'est la liberté de se tromper. C'est le courage de changer nos idées à la lumière de nouvelles preuves.
Le regard de Webb sur Uranus est le point culminant de ce processus. Il a fourni de nouvelles preuves qui ont brisé les anciennes hypothèses et nous ont forcés à tout repenser. Toi aussi, tu fais partie de ce processus. Avec chaque nouvelle information, tu mets à jour ton modèle mental du monde. Avec chaque question, et si, tu alimentes le moteur de la science. L'ignorance n'est pas un vide, c'est un champ de possibilités. Et Uranus est la plus grande preuve de l'étendue de ce champ de possibilités, ce qui nous amène au dernier et peut-être au plus important contraste, Uranus et nous. Les recherches sur les exoplanètes, en particulier les données du télescope spatial Kepler et des programmes de vitesse radiale au sol, ont révélé que les mondes de la taille des géantes de glace, c'est-à-dire les planètes dont la masse est comprise entre environ 10 et 20 fois celle de la Terre, sont parmi les types de planètes les plus courants dans la Voie lactée. Elles semblent surpasser en nombre les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, et les petits mondes rocheux comme la Terre et Mars. Certaines estimations suggèrent que les planètes de la masse des géantes de glace pourraient être la catégorie de planètes la plus courante dans la galaxie. Elles orbitent autour de milliards d'étoiles dans tous les types d'environnements stellaires. Mais les seules géantes de glace que nous pouvons étudier en détail sont Uranus et Neptune. Nous comprenons moins bien ces deux planètes de notre propre système solaire que presque toutes les autres classes d'objets astronomiques. Cela signifie que nous sommes dans une ignorance fondamentale sur le type de planète le plus courant de l'univers. C'est une ironie cosmique. Pour comprendre l'un des blocs de construction les plus courants de l'univers, nous devons nous fier à deux parias mystérieux de notre propre arrière-cour. Chaque aperçu des observations d'Uranus par Webb fournit un modèle pour interpréter les spectres atmosphériques des exoplanètes de type géantes de glace en orbite autour d'étoiles lointaines. À quoi ressemble une atmosphère de géante de glace? Comment est-elle structurée? Comment ces caractéristiques varient-elles avec la température, la composition et l'environnement magnétique? Ce sont des questions qui ont des implications pour chaque géante de glace en orbite autour de chaque étoile de la galaxie. Et Uranus est le laboratoire le plus proche que nous ayons pour les étudier. C'est pourquoi comprendre Uranus n'est pas seulement comprendre une planète, c'est nous comprendre nous-mêmes. C'est comprendre comment fonctionnent les maisons planétaires les plus courantes de l'univers. Et peut-être comprendre si nous sommes seuls dans ces maisons. Toi aussi, tu fais partie de cette quête, car lorsque nous regardons ces lointaines géantes de glace, nous ne voyons pas seulement des planètes, nous voyons des possibilités, nous voyons des questions sans réponse sur notre place dans l'univers. L'histoire d'Uranus et du télescope spatial James Webb n'est pas une histoire avec une conclusion nette. C'est une histoire sur le début de la compréhension, pendant 240 ans, de la découverte fortuite de Herschel en 1781 au début des années 2020. Uranus était un monde défini par ce que nous ne savions pas. Webb a commencé à combler certaines de ces lacunes. Il a remplacé l'ignorance par des données, les suppositions par des mesures, la Richt, le mythe d'une planète ennuyeuse par la réalité d'un monde complexe, dynamique et véritablement mystérieux. Mais chaque lacune comblée en révèle 10 autres derrière elle. L'intérieur de la planète n'est toujours pas échantillonné. Son cycle saisonnier complet n'a toujours pas été observé. Ses lunes n'ont toujours pas été explorées. Son champ magnétique n'est toujours pas cartographié de manière complète. La raison de son refroidissement atmosphérique est toujours inconnue. Webb
nous a montré qu'Uranus n'est pas le monde silencieux et sans trait que nous supposions depuis des décennies. Mais il nous a donné bien plus de questions que de réponses, et c'est peut-être là son plus grand cadeau, car les questions sont le carburant qui fait avancer la science. Et les questions qu'Uranus nous pose sont parmi les plus profondes et les plus difficiles que nous ayons jamais rencontrées. Le voyage ne s'arrête pas ici. En fait, il ne fait que commencer. Aujourd'hui, nous avons éclairé les secrets d'un monde lointain. Mais, je ne vous ai pas dit le plus grand secret. Une loi fondamentale de l'univers pourrait être brisée au cœur même des trous noirs. La physique dit que l'information ne peut jamais être détruite. Pourtant, les trous noirs l'engloutissent et ne la rendent jamais. Dans notre prochain voyage, nous plongeons dans le paradoxe de l'information des trous noirs. Êtes-vous prêt à remettre en question la réalité elle-même